Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agents. Et oui, on est déjà au mois de décembre, c'est la deuxième semaine, et qui dit deuxième semaine du mois de décembre dit In-Season Tournament. Donc aujourd'hui, on va discuter ensemble du In-Season Tournament, et mois de décembre oblige, on a un invité, et pas des moindres. Vous l'avez entendu tout l'été avec nous sur la WNBA, qui est même pas son niveau d'ailleurs. On a Tom de Coast to Coast. Salut Tom, welcome back. Salut Yannick, salut tout le monde. Bah écoute, ça me fait plaisir de revenir parler un petit peu de NBA avec vous. En plus sur une coupe, la coupe Intertoto de NBA, ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter un petit peu. Donc c'est pas une coupe de cheveux pour nous. Ouais, surtout pour toi. Mais bon, bref. Non, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Et puis, on va pouvoir discuter de pas mal de sujets hyper importants. Ouais, écoute. Je vais présenter les autres et on va parler de ton actu après. Qui dit Tom dit Chris. Salut Chris, comment ça va? Salut Yannick, salut à tous, salut Tom. Ça va très bien. Alors, c'est pas le In-Season Tournament, hein, c'est la NBA Cup. Hein. C'était l'année dernière le In-Season. Hein. Ouais. C'est le Emirates NBA Cup, je crois, ou NBA Emirates Cup, ou un truc comme ça. Ouais, bon. C'est comme les salles, c'est le naming des salles, il faut... Ah ouais, mais il y en a... Et oui, mais après, soit vous suivez des équipes qui ont des salles qui ont avec un naming ou pas, bah après, libre à vous. Hein. C'est vrai que toi, on touchera jamais à la salle du Garden. Mais ouais, non, ça fait plaisir de vous retrouver pour un épisode encore qui va être assez intéressant, dans lequel je pense qu'on aura quelques débats. On ne doit pas être d'accord sur tout ce qu'on va aborder, donc ça, c'est cool. Bah oui. Et avec nous également, Julien. Salut Jules, comment ça va? Salut, ça va. Bah ouais, prêt pour parler de ce tournoi name sous business. Hey, on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, mais avant, comme je l'ai dit, Tom, tu as une actu alors. Parle-nous un peu de ton actu. Écoute, mon actu, écoutez, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur YouTube sous le nom de Coast to Coast, où j'essaye de vous fournir de manière quotidienne sur Twitter de l'actu NBA et puis de manière hebdomadaire sur YouTube des formats une trentaine, quarantaine de minutes pour parler des équipes qui vont bien ou moins bien ou traiter d'autres sujets. Là, on va arriver sur une période de fin d'année et j'ai 2 très grosses vidéos qui arrivent, donc voilà, je n'en dis pas plus. Ouais, et c'est quoi à peu près le format de ce que tu fais? Bon, écoute, sur les vidéos de traitement d'actu, on est sur des formats qui suivent un petit peu les vidéos de pré-saison, de preview un petit peu. On essaie de remettre en contexte ce qui se passe ou ce qui se passe mal dans les effectifs, les joueurs qui performent, qui sous-performent, globalement les projections à court terme, moyen terme, et puis d'autres thématiques qui peuvent être abordées, des règles à changer, à modifier dans la NBA, des tier lists, plusieurs formats que vous avez déjà vus, mais qu'on essaie de traiter avec un angle de vue un peu différent. Je crois que tu reçois pas mal de monde différents également. Ouais, c'est ça. J'essaie de recevoir pas mal de gens de la commu Twitter, pas mal de CM de différents comptes, pas mal de journalistes, que ce soit ne serait-ce que chez vous, que ce soit chez Rivers, que ce soit chez d'autres médias. Donc voilà, l'idée c'est surtout de faire parler les gens qui sont passionnés. Ok, allez, écoute, comment on te retrouve? Parce que tu n'as pas donné tes liens. Alors tu as dit que tu étais sur Twitter, mais tu n'as pas donné ton hâte. Ouais, c'est Coast to Coast du 8 off, si je dis pas de bêtises, mais je pense qu'en tapant Coast to Coast, il y a peut-être moyen de me trouver, et pareil sur YouTube. Ok. Bon, n'hésitez pas à aller en masse suivre Tom si ce n'est déjà fait. Allez, la NBA Cup cette année, on est déjà arrivé en quart de finale, les phases de poule sont passées. On vous rappelle comment ça s'est passé. Il y a 2 conférences, on les sépare les 2, 3 groupes de 5 équipes. Le vainqueur de chaque groupe va en quart de finale et avec le meilleur deuxième. Ensuite, quart de finale chez le meilleur classé de chaque quart de finale. Et ensuite, demi-finale et finale du côté de Las Vegas. On n'oublie pas non plus également que à Las Vegas, ce qui est l'Eldorado de la NBA, c'est l'ambition, c'est d'aller là-bas. Donc c'est plutôt des tests et c'est plutôt sympa à suivre. Vous les gars, on va commencer par les previews. On va faire dans le sens des matchs.
On va commencer tout de suite par Orlando at Milwaukee. Pour vous, qu'est-ce que ce sont les clés du match? On va commencer par notre invité Tom. C'est quoi toi? Rapide. Hein. Ouais, on va faire très rapide. Jusqu'à hier soir, j'allais donner une petite pièce pour Orlando, mais avec la blessure de Franz Wagner et du coup l'absence de Paolo Banchero, il te manque tes 2 meilleurs joueurs. Et vu la dynamique actuelle et la progression des Bucks, je pense que les Bucks vont aller chercher ce quart. Ok. Toi, Jus? Écoute, ouais, sans Wagner et Banchero aussi, hein. Ouais. Ça va être compliqué. La production offensive, ça va se faire sentir. Après, qu'est-ce que ça va donner Suggs et Black, qui vont devoir du coup un peu assurer. Je pense que ça va faire un peu light face aux Bucks qui reviennent bien. Ouais. Là, depuis qu'on leur a tiré les oreilles d'ailleurs. Hein. Ouais, exactement. Finalement, comme quoi, nous aussi on s'est fait tirer les oreilles, mais c'était pas si mal que ça. Ouais, ça marche. Toi, Chris? Non, mais ouais. Non, c'est rapide, oui. Avec les absences du côté d'Orlando, il y a quand même peu de probabilité que le Magic puisse découvrir les joies des demi-finales à Las Vegas. Et Tom avait fait une vidéo sur sa chaîne sur Milwaukee il y a quelques jours, quelques semaines de ça, plutôt quelques jours, où tu avais fait un état des lieux intéressant. C'était avec qui? C'était avec Shai, non? Ouais, c'était avec Shai de Rivers. C'était avec Shai de Rivers, là, le collègue. Et non, donc Milwaukee, dans 95% des cas, doit passer, surtout autour du duo, là, Lillard de Antetokounmpo qui se réveille bien, Brook Lopez qui retrouve une seconde jeunesse, là, entre guillemets, même si c'est le genre de signe. Oui, voilà, peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait du bien, Milwaukee. Donc, non. Les Bucks, non. En tout cas, l'accident industriel, là, ce serait une élimination de Milwaukee, vu les absences d'Orlando, tu vois. Et personne ne voit un choke parce que vu le head coach du côté de Milwaukee qui est habitué au choke en match à élimination directe, non. Voilà, quand même. Après, c'est pas un match en 7. Tu vois, je veux dire, c'est comme l'équivalent d'un match 7. Donc, si tu gagnes ou tu perds, mais comme tu disais, Tom, en introduction, là, c'est la Coupe Intertoto. Donc, on en parlera tout à l'heure dans le débat, mais c'est pas. Je veux dire, l'ambition n'est pas non plus. Tu vois, tu vises pas le titre NBA, tu vois. Donc, bon. Ok. On va en parler tout à l'heure. Ok. Deuxième match de ce mardi soir, enfin mardi dans la nuit de mardi à mercredi. C'est gros duel. C'est Dallas qui est deuxième avec 16 et 8, qui se rend du côté de OKC qui est à 18 et 5. Pour vous, quelles sont les clés du match? Et j'ai une autre petite question subsidiaire. Est-ce que vous pensez que OKC peut être la première équipe à faire le doublé dans la saison, c'est-à-dire clincher à la fois la NBA Cup et le titre? Écoute, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, cette rencontre, on a pu la vivre l'année dernière en playoff. C'était une demi-finale de conf. Dallas avait sorti OKC. OKC est monstrueux sur ce début de saison. L'intégration d'Isaiah Hartenstein est tout simplement parfaite. Il est là depuis 8 matchs. Le mec tourne déjà en double-double. Pareil, Caruso, tu sens que ça se développe. Donc, eux arriveront à compenser sans souci l'absence de Chet. De l'autre côté, Dallas aussi a eu un début de saison compliqué, mais tu sens que ça commence à prendre aussi. Le duo Luka Kyrie est en train de monter petit à petit en niveau et en intensité. Clay aussi commence à trouver ses marques. Et puis, il y a un secteur intérieur qui est loin d'être inintéressant avec des gros derniers matchs de PJ Washington récemment. Donc, ça va être un très gros match. Moi, je donne un petit avantage à OKC. Et après, c'est un peu tôt pour dire que c'est la première équipe qui potentiellement pourrait faire un doublé. Mais c'est sûr qu'en termes de dynamique, c'est pas entre guillemets, ça va pas être l'objectif numéro 1, mais ça peut peut-être encore une fois confirmer et donner encore plus de confiance à cette équipe. Donc pourquoi pas. Toi, Jus? Moi, je pense que c'est une belle affiche. Parce qu'on a une grosse attaque avec, chez les Mavericks. Grosse défense du Thunder. Donc là-dessus, c'est plutôt une bonne opposition. Après, que dire de plus? Je pense que le jeu d'équipe va être intéressant à regarder sur le Thunder, que ce soit en attaque ou en défense. Après, sur les Mavericks, ça va dépendre de pas mal de choses, mais
Je pense qu'ils peuvent. C'est du 50-50 là-dessus, tu vois. Pour moi, c'est du 50-50. Je pense qu'ils peuvent aller le faire, en effet, les Mavericks, même si le Thunder est en dans une très bonne dynamique. Mais là, ils sortent de quand même quelques matchs intéressants, les Mavericks. Donc, plutôt intéressant comme affrontement. Mais ouais, allez, si je devais mettre une pièce, tu vois, je la mettrais sur les Mavericks. Ok. Plus que sur le Thunder. Je vais pas être en overreaction. On a déjà fait l'épisode. Ouais, c'est vrai. Chris, toi? Ouais, ce serait surprenant. Ça se passe du côté du Thunder. On sait que c'est une salle grosse ambiance, type playoff, ça bombarde. Du côté du public. Non, vraie belle affiche de l'Ouest, là, honnêtement, entre deux équipes qui visent vraiment au-delà de la NBA Cup, mais qui visent beaucoup plus haut cette saison. Ça peut être deux équipes qu'on peut retrouver aussi très tardivement dans une série en play-off, et pas au premier tour, on espère en tout cas. Non, une vraie confrontation. Il y a deux collectifs, deux styles de jeu, des superstars, des stars et des superstars. Voilà, il y a tout pour faire une belle affiche, en plus avec un côté do or die, là, comme on disait tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment le match. Bon, il est à 3h30, donc c'est vraiment un horaire à la con, excusez-moi, mais bon, après maintenant il y a les replays, tout ça. Ouais. Voilà, pour nous en tout cas. Non, moi franchement, le Thunder, je trouve que c'est vraiment plus complet. On va pas faire un laïus maintenant sur lui, mais l'arrivée et la pertinence d'un joueur comme Hartenstein, que toi Yannick t'as bien connu, qui maintenant débarque du côté du Thunder, qui est revenu peut-être plus rapidement que ce qui avait été prévu avec sa blessure. Bah là, le mec il est rentré, il s'est fondu dans le collectif, il fait ce qu'on avait vu à New York, peut-être même et avec une meilleure équipe, mais un meilleur collectif. Non, pour moi, je vois OK ici, mais voilà. Dallas passe avec un Luka qui nous fait une masterclass, je serais pas choqué. Mais toi, pour moi, tu fais jouer le match 10 fois. OK ici doit l'emporter dans la majorité des cas. Mais en tout cas, très belle affiche. Ouais, clairement, c'est au moment où on enregistre, c'est le premier contre le deuxième de la conférence, même si la conférence, elle est extrêmement serrée. Ça, c'était les matchs de mardi. Les matchs de mercredi. Atlanta qui est cinquième, qui a 13 victoires, 11 défaites au moment où on enregistre, qui se déplace du côté du Madison Square Garden. Et oui, il n'y a pas de naming dans cette magnifique salle mythique. Le retour de Trae Young à New York, on sait qu'il a éliminé il y a 4 ans maintenant. Depuis, on ne sait plus ce qu'il a fait. Bon, bref, des radars. Vous les gars, comment vous voyez cette affiche? On va changer un peu l'ordre. Chris? Oh, ok, très bien. Je sais pas du tout parce que, en fait, Atlanta, c'est vraiment une équipe très random pour moi, mais qui est sur une très belle dynamique actuellement. Donc, est-ce qu'ils vont poursuivre dans cette dynamique-là ou est-ce qu'on va retrouver un Atlanta qui est capable de se prendre des tôles inconsidérables là. En face, New York, équipe place forte de l'Est, mais qui en fait cette année pour l'instant est assez... moi, me pose des questions. Tu vois, je suis assez déçu. Ouais, c'est bien le trade là avec Karl Anthony Towns, tout ça, mais moi pour l'instant, je retrouve pas en fait ce qui m'avait plu chez les Knicks dans les derniers playoffs. Tu vois, le grit. Ouais, voilà. Voilà. Alors après, il y a des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui sont partis. Je reparlais d'Hartenstein. Je crois que je fais un focus sur ce mec-là, mais j'avais adoré ce mec-là et d'autres. Et je trouve que pour l'instant, ils ont perdu un peu leur identité, tu vois, de ce qui a fait la réussite pour moi de leur playoff l'année dernière, même si ça n'avait pas été au bout parce que Thibodeau avait eu trop de blessures, avait peut-être trop tiré sur son système. Mais moi, ça m'étonnerait pas de voir encore un Trae Young. Je vais partir plutôt sur la dynamique actuelle des Hawks, tu vois, et un Trae Young qui peut nous faire encore du sale, avec un Français, Zachary Rizaché, qui fait des belles choses aussi du côté d'Atlanta, qui a trouvé sa place rapidement dans un bon collectif. Donc, allez, go Atlanta. C'est typiquement l'équipe, on en parlera certainement tout à l'heure, qui, tu vois, que c'est peut-être dit en cours de premier tour. Ah tiens, en fait, la NBA Cup, on peut se placer, on va en quart de finale, ça peut typiquement être un objectif, parce qu'on sait très bien que c'est une équipe qu'on ne retrouvera pas en finale NBA. Donc pourquoi pas les glaner un titre là au mois de décembre. Donc allez, on part sur les piou-piou, tu vois.
Ok. Toi Jus, comment tu vois ce match? Écoute, ouais, moi je voudrais aussi, c'est un peu l'inattendu, les Hawks, tu vois. Je Ah trouve ouais? que c'est une trajectoire un peu surprise sur ce tournoi, un petit peu. Ok. Mais ouais, Trae Young, ça va être l'élément clé, je pense, parce qu'il y a un peu de difficulté aux 3 points là. Je crois qu'il est descendu à 31%, un truc comme ça. C'est un taux de turnover qui est assez élevé. Ça limite un peu, mais quand il est dedans et quand il arrive à mettre le tempo sur l'équipe, bah, ça devient une équipe qui peut avoir de l'impact, tu vois, collectivement en attaque. Ouais. Et ça peut être intéressant. Mais pour gagner ce match-là contre les Knicks, je pense qu'il va falloir vraiment qu'il limite ses erreurs au maximum. Il sélectionne ses bons shoots. Voilà, le problème, c'est que c'est un joueur qui, quand ça devient un peu serré, et il a tendance un peu à aller chercher des shoots un peu plus, Les comment daggers. dire, un peu plus difficiles. Et du coup, ça peut être compliqué. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est Dyson Daniels et Jalen Johnson, qu'il faudra regarder sur la défense, parce qu'il va falloir défendre sur Karl Anthony Towns et Jalen Brunson. Et ça va être intéressant à regarder comment ils vont pouvoir être utiles sur cette défense face aux Knicks. Après, pour les Knicks, en ce moment, je crois que c'est une des meilleures équipes en attaque, si c'est pas la meilleure. Et s'ils jouent de manière disciplinée et correcte, ça va le faire. Hein, ça devrait passer. Moi, je mettrais une pièce sur les Knicks parce que je les sens plus forts d'un point de vue offensif. C'est le meilleur offensive rating. Ouais. Exactement. Tout à fait. Et la dynamique offensive est clairement meilleure, à mon sens, par rapport à ce que j'ai dit sur Trae Young, notamment, tu vois, où je pense qu'il y a un peu moins de déchets chez les Knicks et ça peut passer plus facilement, on va dire. Ok. Toi, Tom? Moi déjà je trouve que Jus et Chris ont donné des très bons éléments. Il y a, pour reprendre certains éléments, pour moi Atlanta est sur ce début de saison la plus belle progression. C'est une progression linéaire, une courbe qui ne fait que monter. Ils ont fait un bon ménage cet été et en redonnant les clés du camion à Trae Young et avec Quinn Snyder qui a beaucoup plus la main sur son groupe avec les départs de Dejounte Murray notamment. Le développement de Jalen Johnson sur ce début de saison est tout simplement monstrueux et ils ont dans leur équipe pour moi l'un des top 2, top 3 meilleurs défenseurs sur ligne extérieure de la ligue avec Dyson Daniels qui est juste mais infernal. Et à côté de ça, tu as un effectif qui est bien équilibré avec des shooters à 3 points, du spacing. Là où je rejoins Jus, c'est que Trae Young, en effet, est un peu en galère au shooting. Par contre, il est en progression énorme à la passe. Je crois qu'il nous a déjà posé 2 matchs à plus de 20 passes cette saison. Tu sens que ça se trouve de mieux en mieux. Il y a des séquences qui ont été décortiquées sur pick and roll où il est mais juste injouable. Ça joue très bien avec Onyeka Okongwu et avec Clint Capella. On sait que c'est des joueurs sur pick and roll qui sont relous. Et du coup, Karl Anthony Towns va avoir beaucoup de mal parce que c'est vraiment un poison. Défensivement, on sait que Kat n'est pas forcément un très bon rim protecteur, mais surtout qu'il est en galère sur les pick and roll depuis le début de saison. Et tout le paradoxe de l'équipe Thibodeau, c'est que tu es numéro 1 à l'offensive rating. Par contre, tu es numéro 18 au defensive rating. Ce qui est, en fait, c'est ça, c'est que tu as perdu un peu ton identité défensive, dû aussi aux absences de Mitch Robinson, à l'arrivée de Kat et aux blessures et au départ, aux différents mouvements de l'été. Tu sens qu'il y a un équilibre qui est encore en train de se trouver. Moi, juste sur l'aspect un peu, je pense que ça va être un match hyper équilibré. C'est peut-être l'une des plus belles affiches pour moi parce que c'est 2 équipes qui ont besoin de faire le plein de confiance et à qui cette NBA Cup pourrait je sais pas, être un élément un peu déclencheur. Tu vois, Atlanta, je les vois un peu comme les Pacers de l'année dernière. Cette équipe un peu darling qui ne fait que progresser là depuis quelques temps. Allez, je donne un petit avantage aux Hawks parce que le côté romantique me dit qu'aussi quand Estrée et joue au Madison, il aime bien faire mal au Madison. Il aime bien climatiser la salle. Et si on va sur un match un peu serré, tu as 2 joueurs ultra clutch avec Brunson et Trey, mais je donne un petit avantage à Trey là-dessus. Ok. Bon, on verra. Moi, je donne pas mon avis sur les Knicks, vous savez. J'ai un avis qui est un peu trop, comment dire, partial. Fanboy, tu vois. Ouais, mais après, sur les Knicks, moi, ok, qui sont premiers à l'offensive rating, je comprends ce que tu dis, Chris,
La seule chose, c'est que l'équipe, elle a beaucoup changé. Et sur le 5 de départ, tu as quand même aujourd'hui 40% qui a changé. Donc, il y a quelque chose à prendre en ligne de compte. Là, aujourd'hui, tu vois, ils sont en rodage et l'objectif, c'est d'être prêt pour après le All-Star Weekend et d'aller chercher quelque chose plus loin. Et ils ont construit l'équipe pour ça. Donc, on va voir ce qui va se passer. Moi, sur le match, Ouais. le home court advantage est toujours pour moi prépondérant, surtout quand tu t'appelles les Knicks et que tu dois gagner au Madison. Heureusement que tu ne devais pas donner ton avis sur le match. Hein. Ouais, mais non, mais je donne mon avis sur Ah, les Knicks. mais oui, mais Après, non, mais on on a envie de t'entendre sur New York, Yannick. Bah, après, Atlanta, moi, je trouve que, en fait, c'est une équipe qui, depuis 2 ans, sous-performe. C'est une équipe qui devrait être bien au-delà de ce qu'il faisait, et notamment à cause de Trae Young, où on lui a mis Dejounte Murray dans les pattes. Et maintenant que on retrouve le vrai Trae Young maintenant que on lui donne de l'espace. C'est un joueur où tu dois lui donner la balle en main sur une attaque de 24 secondes. Tu sais qu'il va peut-être avoir la balle 23, mais tu lui donnes des millions pour ça en fait. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi, j'ai hâte de voir Trae Young au Madison. On sait qu'avec c'est une des têtes à claque préférées du Madison. Donc tout le monde va y aller exprès pour le huer. On va voir comment il va répondre. Allez, on va enchaîner avec le dernier match. Ça sent bon les années 2010, quand Tom était encore avec des couches. C'est Golden State qui va du côté de Houston. C'est la vraie rivalité des années 2010, quand il y avait Mike D'Antoni qui se faisait poutrer tous les ans. Hein, on se souvient. C'est le retour de Houston sur le devant de la scène. Toi, Jus, comment tu vois ce match là aussi entre le 4 et le 5? Bah déjà, premier truc, c'est qu'on a pu avoir un petit avant-goût il n'y a pas si longtemps que ça, vu que vendredi, les deux équipes se sont affrontées, si ma mémoire est bonne. On a pu voir Kuminga qui a fait une très bonne performance. Je crois qu'il fait son meilleur match en carrière. Meilleur match en carrière avec 33 points. Après, il va falloir, je pense, surtout pour Golden State, c'est s'adapter par rapport à justement comment on intègre Kuminga dans la rotation. Draymond Green, va falloir aussi voir un petit peu comment on va le jouer, comment il va jouer, parce que ça va être intéressant aussi à regarder sur ce match-là. Je pense pas que l'opposition, elle soit finalement sur le papier, je la trouve pas, je sais pas comment dire, équilibrée, mais il manque quelque chose sur cette confrontation, j'ai l'impression, tu vois, pour me faire un peu vibrer et me dire que je m'y intéresse. Je t'avoue que j'ai eu un peu de mal à trouver des points clés là-dessus. Après, chez les Rockets, je t'avoue qu'il va falloir surtout comment ils vont gérer leur défense. Si Kuminga reste sur cette dynamique, il y a toujours Curry à défendre. Comment ils vont s'ajuster là-dessus? Est-ce que des joueurs comme Green peut faire la différence, peut être bon dessus? Je sais pas. Je sais pas trop. Honnêtement, sur ce match-là, j'avais pas trop d'inspiration, je t'avoue. Ouais. Je pense que... Non, mais je pense qu'après, en attaque, il faut développer le jeu de transition pour Houston. Essayer de jouer sur les mauvaises, couper les passes chez les Warriors, essayer de prendre là-dessus et sur le rebond, tu vois, pour jouer à peu près après derrière en jeu de transition rapide. Et je pense que ça peut être une clé pour Houston. Pour Houston pour gagner le match. Après, pour les Warriors, ça va être plutôt de s'appuyer sur une meilleure fluidité, on va dire, dans le jeu collectif. Et pas trop non plus abuser d'étirer le jeu et de tirer à 3 points, même si on sait que ça a fait leur force pendant un temps, mais je pense qu'il faut un peu varier plus le jeu pour essayer de gagner contre Houston. Ouais. Toi, Tom?
Déjà, première info qui corrobore un peu avec ce que je disais, une des infos qui est sortie, c'est qu'apparemment maintenant Kuminga sera intégré dans le 5 et Draymond Green sortira du banc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une des infos qui est sortie et qui, en fait, c'est rigolo, mais c'est ce qu'on attendait déjà cet été en fait. On a été, en tout cas moi j'ai été agréablement surpris du niveau de concentration, du niveau physique et d'implication de Draymond Green sur le début de saison, ce qui corroborait un peu avec les surperformances de Golden State, pour être tout à fait honnête, notamment de Buddy Hield et d'un peu tout le monde. Ça va un petit peu moins bien depuis quelques semaines, mais finalement ça semble logique. En termes d'effectifs, moi je vois plus de talent à Houston aujourd'hui, beaucoup plus de jeunes à développer et de joueurs qui, comment dire, avec des rotations mieux faites. Je pense qu'Ime Udoka a une vraie mainmise sur son groupe, qu'il a compris qu'il fallait construire autour d'Alperen Sengun. Et tu vois, dans cette match-up, à Golden State, il n'y a pas grand monde qui pourra le défendre, Alperen Sengun. Alors que de l'autre côté, des joueurs comme Kuminga, comme Draymond Green, Steph, on n'en parle pas parce que c'est des joueurs qu'on ne défend pas, c'est des joueurs qu'on essaye de limiter, mais il y a du matos à envoyer. Pareil, tu vois, pour limiter des joueurs comme Kuminga et comme Green ou comme Wiggins, Houston peut envoyer des Thompson en sortie de banc, a vraiment des joueurs à leur envoyer, tu vois. Donc physiquement, à de quoi les impacter. Et s'ils arrivent à mettre un jeu, comme Jules a dit, en transition, à mettre du rythme, en fait, je vois Houston meilleur que Golden State cette année, très honnêtement. Et sur le long terme, je les vois terminer devant au classement de fin de saison. Et puis pareil, tu vois, c'est une équipe jeune et ce genre de confrontation en NBA Cup, c'est tout con, mais c'est des matchs qui peuvent donner confiance à des jeunes groupes. C'est des matchs aussi qui peuvent tout simplement concrétiser et un petit peu féliciter un début de saison qui est plutôt réussi. Donc, c'est des choses qui peuvent, entre guillemets, ne donner que de la confiance à Houston. Et au contraire, on sait que tu parlais d'une rivalité dans les années 2010, plutôt autour des années 2015. Excuse-moi d'être un petit peu tatillon. Mais c'est surtout que depuis 2 ans, c'est une rivalité qui est de nouveau là. Si tu te souviens, l'année dernière, Golden State se qualifiait en play-in de justesse et Houston termine juste derrière, où ça se joue à très peu. Et il y a une espèce de fausse rivalité qui est de nouveau sur le devant de la scène. Et j'ai envie de te dire, sur un match de rivalité entre Draymond Green et Dillon Brooks, ça peut être cool à suivre aussi. Tu vois, c'est un peu le match des cassos. Ça peut être aussi un peu rigolo à ce niveau-là. Donc, par contre, je rejoins juste, c'est peut-être pas c'est l'affiche pour moi la moins attrayante. Et pourtant, c'est 2 équipes qui sont plutôt cool à suivre. Mais je sais pas, moi, c'est pas l'affiche qui m'excite le plus. Mais je donne un petit avantage à Houston. Toi, Chris? Je sais pas, l'affiche la moins. Alors, l'affiche, c'est peut-être pas la plus attrayante, mais c'est pas la moins attrayante. Tout à l'heure, on parlait d'Orlando qui est complètement fracassé. Ouais, mais j'ai un petit mais j'ai un coup de cœur pour les Bucks. Ah oui, c'est vrai. T'es pas un anti-Yanis. Mais oh, on rigole, Yannick. Mais non, moi, c'est une affiche que je trouve intéressante. Tom, tu as dit la plupart des choses que j'allais évoquer, donc je ne vais pas faire redite. Juste rappeler quand même que Houston, c'est une bonne grosse défense cette année. Faut pas oublier ça. Donc je pense qu'ils vont trouver les armes pour limiter les forces majeures du côté des Warriors. Après, tu n'es jamais à l'abri d'un match de Steph Curry comme ils nous ont fait depuis 10 ans. Et bon, tu t'inclines. Mais non, moi je pense que Sengun, c'est un vrai problème. Il y a une vraie identité à Houston entre la jeunesse, entre des mecs comme Dillon Brooks, que je n'aime pas particulièrement, mais qui fait quand même son taf. Fred VanVleet aussi, qui apporte des choses avec son expérience. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir Houston passer le cap. Et oui, Golden State, je pense que là, commence gentiment à rentrer dans le rang de ce qu'on peut attendre d'eux. Jus, un dernier petit mot sur ce match Ouais. Juste là, j'y pensais là pendant que vous parliez, c'est juste que je pense que Houston devra faire surtout attention aussi. On parlait du jeu je parlais du jeu de transition, etc. Mais la sortie de banc de Green peut être aussi assez compliquée à gérer pour eux en attaque, parce que je pense que on parlait de jeunesse et d'expérience. Il peut les faire sortir du match, on connaît, et son agressivité en défense sur du jeu de transition, ça peut faire mal, et à eux de ne pas sortir du match. Voilà, c'est juste ça que je voulais ajouter, parce qu'en effet, je rejoins les avis. Je pense que, à mon sens, Houston peut passer, mais voilà, il faudra absolument gérer cette sortie de banc de Green en défense, qui va tout faire pour casser leur attaque en jeu de transition. Et
Je pense que ça, une équipe, il est expérimenté, il connaît le truc, et en plus de ça, soyons clairs, il n'en a rien à battre de ce qui va se passer. Donc à eux de pas sortir du match, il peut faire exploser l'équipe assez facilement. Donc ça, c'est un piège à éviter, je dirais, en plus dans les clés pour Houston. Eh bien, ok. Donc, on vous rappelle que les matchs auront lieu dans les 2 premiers qu'on a cités. Donc, Orlando à Milwaukee et Dallas à OKC auront lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Et les matchs d'Atlanta à New York et de Golden State à Houston auront lieu, eux, dans la nuit de mercredi à jeudi. Merci. Et juste, attends, je me permets, Yannick, de rappeler qu'il y aura des articles aussi qui vont être sortis sur le site et l'application TFA avec des previews qui sont en cours de rédaction pour vous rajouter des éléments d'information en plus de tout ce qui a été dit depuis une bonne vingtaine de minutes. Ouais, totalement. Tout est à retrouver, bien sûr, sur l'appli The Free Agent. N'hésitez pas à les télécharger si ça n'est pas fait. Comme ça, vous avez tous les articles en temps et en heure, juste en preview de ces matchs, mais également d'autres articles sur toute l'actualité NBA. Allez, on va continuer sur quelque chose qui est un petit peu plus global parce que c'est la deuxième saison de ce tournoi de NBA Cup qui était le In-Season Tournament l'année dernière. Pour vous, en tant que fan, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Allez-y, lâchez-vous. Ouais, non, alors moi je me rappelle d'avoir entendu dans l'émission d'NBA Extra Xavier Votion en parler très bien, il a été synthétique. En fait, les matchs de la phase de poule, on en a un peu rien à faire, honnêtement. Tu vois, la seule différence, c'est le côté les nouveaux terrains, là, les nouveaux parquets, là, même s'ils ont un peu moins flashy cette année, mais parce qu'en fait, le problème pour moi, c'est que c'est intégré dans la saison régulière. Donc, j'arrive pas vraiment à m'y intéresser dans la partie phase de poule. Je pense que par contre, dans cette deuxième étape, c'est-à-dire éliminatoire, là, je te dis pas que tu retrouves le match 7 des finales, comme on parlait tout à l'heure. Loin de là, et je pense que ça n'arrivera jamais, ou peut-être dans 40 ans, mais parce qu'on n'a pas assez de recul aujourd'hui. Mais dans les matchs couperés à élimination, je pense que ça peut être. On peut s'y prendre. On peut prendre plaisir à regarder ces matchs. On a fait 20 minutes de preview, c'est pas pour vous dire qu'il faut pas les regarder, tu vois. Mais je rejoins son avis. Voilà, la première phase, rien à faire. Tu regardes un petit peu, ah ouais, ok, cette équipe est éliminée, ah, cette équipe peut se qualifier, pourquoi pas. Et après, quand tu rentres dans la phase éliminatoire, tu jettes ton deuxième œil dessus. Et après, ouais, je pense que quand tu basculeras à Vegas, déjà, il y aura une communication de la NBA beaucoup plus intense, donc ça te donnera envie aussi de regarder. Tu vois. Ouais. Toi, Jus, comment tu vois ça, en fait? Comment tu suis en tant que fan? Oh, c'est compliqué. Moi, je suis vraiment pas fan du format. Ouais, bien sûr. Alors, outre esthétique, parce que franchement, les parquets, j'en peux plus. Je devrais mettre un disclaimer avant pour dire pour les personnes qui sont, tu sais, comme les jeux vidéo, là. Ouais, si vous avez un risque, les épileptiques. Si vous avez un risque d'épilepsie, regardez pas. J'en peux plus. Après, c'est bien. Je me suis toujours demandé, tu vois, je me suis posé la question comment. En fait, je me suis posé une question. C'est surtout cette. Tu vois, qu'est-ce que ça rapporte à la NBA? Alors, visiblement, ça rapporte des millions de vues en termes de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux, pour la NBA en termes d'audience, ouais. Donc finalement, ça a un impact qui est plutôt positif pour nous qui suivons, tu vois, pour les fans. Maintenant, moi, je trouve ça, c'est un peu sans saveur, comme dit Chris. Enfin, moi, je vais être plus tranché, mais tu vois, je trouve ça sans saveur cette partie de poule, parce que finalement, outre le parquet, t'en sais rien que c'est un match in-season. T'en sais rien. Enfin, pardon. Emirates NBA Cup. Après, on va mettre un naming. C'est bien, mais de toute façon, c'est du sport US, c'est du business, ok. On cherche à remettre un truc, un coup de projecteur, c'est cool. C'est aussi, je pense que ça reprend la dynamique qu'il y avait eu dans ce fameux tournoi de fin de saison à Disney. Lors du Covid et tout ça, ça avait été un truc qui avait bien marché. Et je pense qu'ils ont essayé de flirter là-dessus et de mettre ça à l'intérieur. Maintenant, tant que ce sera en saison, mais que tu ne vas pas rajouter en plus des dates au calendrier, tant que c'est en saison, les équipes, honnêtement, il y a des équipes qui prennent ça par-dessus la jambe. Leur but, c'est pas un sprint, tu vois ce que je veux dire? J'ai plus l'impression que le tournoi
Là, 2 saisons, c'est un peu un sprint. C'est-à-dire, c'est soit tu as des équipes qui jouent le jeu et qui vont se dire, OK, ça fait un titre, etc. Et ça peut créer aussi une bonne dynamique. Parce que les coachs, à mon avis, je pense dans le management, dans l'humain, dans la dynamique, ils vont essayer de créer quelque chose pour essayer d'engendrer ces victoires qui, à la fin, vont compter. Parce que je pense à un truc, les Lakers l'année dernière, clairement, sans ce in-season tournament, à l'époque, avant de NBA, Emirates Cup, machin, tu vois, ils ont pris des victoires qui étaient nécessaires et qui nous auront permis à la fin d'aller se qualifier, tu vois. Ouais. Sans ces victoires-là, ça aurait été un peu plus compliqué. Et ça a été bien vu. Est-ce que c'était fait exprès ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, ça leur a permis de faire ça. Et ce qui est bien sur les équipes de milieu de tableau comme ça, c'est d'aller peut-être engranger des victoires, de trouver une source de motivation pour les coachs, tu vois, pour aller faire gagner ces petits matchs où quand ça va se jouer à rien à la fin de saison, on va être à 5 victoires, etc. Eh ben, peut-être qu'on aura pris ces 5 victoires. Mais tu vois, tant que c'est là, ça n'intéressera pas toutes les équipes. Toutes les équipes ne vont pas jouer le jeu. Et en fait, je pense que les équipes commencent à jouer le jeu quand ils voient à la fin du truc, OK, on a gagné quoi, on a perdu quoi, est-ce qu'on est qualifié ou pas. Et à partir des quarts de finale, comme on va avoir là, tu vois, quand on va commencer à se qualifier, ils vont se dire, OK, on joue le jeu ou on joue pas le jeu. Mais tant qu'il n'y a pas d'un enjeu autre que séparé de la saison, pour moi, ça ne prendra pas. Et j'ai du mal à l'engager. Comme il disait Chris, je pense que les joueurs et les staffs aussi, c'est un peu ça. C'est on le fait et on verra bien quand arrivent les dates décisives, tu vois. Et puis là, on se lance dedans. Mais voilà, moi, j'ai pas de... Honnêtement, c'est pas un truc qui m'excite et je ne vais pas aller chercher à le voir plus que ça. Ok. On reparlera de l'impact sur les franchises tout de suite après. Mais toi, Tom, pardon, comment toi tu suis ça? Est-ce que toi tu y vois un intérêt en tant que amoureux du basket et de la NBA? Mais en fait, l'intérêt premier de ce concept à la base, c'était surtout de redynamiser en termes d'audience une période qui est généralement un peu creuse pour la NBA, ce mois de novembre-décembre. Alors, juste, j'ai un petit truc, c'est que l'année dernière, il y a eu plus 26% d'audience sur cette période. Ouais, par contre, là, les audiences de la NBA sur ce début de saison sont vraiment à la baisse. Mais c'est pas forcément dû à la NBA Cup, c'était surtout dû à tout ce qu'il y a eu autour. Entre les finales WNBA qui ont été très très couvertes et qui ont fait beaucoup d'audience. Il y a eu les finales de baseball entre New York et LA qui a fait énormément d'audience aussi. Et puis il y a eu tout l'aspect aussi mauvaise communication de certaines franchises avant le début de saison, notamment de Philly, qui a fait que les gens ont commencé le début de saison, notamment les viewers et les supporters, un peu blasés. Et cette NBA Cup qui avait été intéressante l'année dernière, où tu sens que tout le monde, entre guillemets, toutes les équipes étaient plutôt motivées, même si vous avez raison, les parquets sont affreux à regarder et ça donne des migraines. Ouais, Jules, t'as raison, il y a eu aussi les élections. En fait, il y a tout un tas d'éléments qui font que la NBA galère un peu au niveau de ses audiences en début de saison et a tendance à mal calculer ses audiences. C'est-à-dire qu'ils se basent que sur de la télé, alors que je pense qu'aujourd'hui, les plus grands nombres d'audiences se font via le League Pass. Et ça, ils ne le prennent pas forcément en compte. Moi, personnellement, en tant que fan NBA, j'aime bien le concept. C'est-à-dire que tu redynamises un peu le truc, tu donnes l'option aussi à des équipes de se montrer un peu plus. Tu permets aussi à des villes comme Vegas de se projeter sur une franchise qui devrait arriver dans les prochaines années, donc ça donne un peu d'engouement. Tu as l'aspect pécunier où certains jeunes joueurs ont besoin de thunes en plus et forcément pour certains jeunes joueurs c'est agréable de pouvoir envisager ça. C'est notamment Josh Hart, un de tes joueurs qui a fait quelques sorties médiatiques assez rigolotes dans son vestiaire là-dessus. Moi, je rejoins Jules et Chris sur le côté, les matchs de poule sont pas forcément hyper intéressants. Tu sens que ouais, ça joue, mais il n'y a pas forcément un regain. Les phases finales, moi, l'année dernière, m'avaient vraiment fait kiffer à partir des quarts. Tu sens que ça se la donne. Enfin, il y a des équipes qui ont besoin de ça, qui ont besoin aussi, qui lancent leur saison au travers de ce genre de compétition. Et moi, je pense que c'est juste une passerelle, un tremplin pour des futures prises de décision beaucoup plus importantes. On a énormément de discussions sur le format des playoffs. Il y a eu énormément de discussions sur le format du All-Star. Tu sens que Adam Silver, il cogite, il réfléchit vraiment à une façon de redynamiser son produit et de la rendre encore plus intéressante qu'elle ne l'est aujourd'hui. On parle du nombre de matchs, on parle d'expansion de NBA, on parle de beaucoup de choses. Et je pense que cette NBA Cup, si tu veux vraiment la dynamiser, moi, l'un des trucs les plus cool, ce serait de donner un intérêt réel pour une qualification en playoff, tu vois, à voir à terme. Mais je pense que c'est un premier step vers des réformes beaucoup plus importantes à long terme.
Ok. Pour rebondir sur un des aspects que tu abordes d'intensité une fois que tu arrives dans les phases éliminatoires, il y a eu des déclats parce que, en fait, cette année, on a le recul d'une année. Alors, c'est peut-être pas encore suffisant, je veux bien l'entendre, mais on a quand même ce recul-là. Et il y a eu des matchs l'année dernière, il y a eu des matchs éliminatoires, il y a eu un vainqueur, alors, qui cette année n'est pas qualifié, mais bref, il y a déjà eu. Tom ne flexe pas, les Lakers sont éliminés cette année. Donc, Pardon. Et donc, en allant fouiller un petit peu, il y avait eu des déclarations de joueurs. Kevin Durant l'a dit, il y a d'autres joueurs aussi. De joueurs importants de NBA qui l'avaient dit qu'ils avaient aussi, eux, relevé cette intensité supérieure sur ces matchs éliminatoires. Et quand tu es sportif, quand tu es athlète professionnel, c'est ça que tu veux. Tu veux du fight, tu veux de la compétitivité, tu veux avoir un match où tu vas te donner parce que l'adversaire aussi, en face de toi, va se donner, tu vois. Donc, et c'est peut-être des matchs que, comme vous disiez tout à l'heure, quand tu es au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier, je veux dire, il y a combien de Jimmy Butler aujourd'hui en NBA, tu vois? Des mecs qui en ont un petit peu rien à faire de la saison régulière et de tout ce qui se passe pendant l'hiver, on va dire, et qui vont commencer à se réveiller au printemps. Là, si tu es dans une équipe qui est qualifiée pour les quarts de finale de la NBA Cup et qui, sur un malentendu, se qualifie et peut aller à Las Vegas et pourquoi pas aller rafler un titre et l'argent qui va avec, bon, je pense que tu peux te prendre au jeu, mais moi, les déclats de joueurs qui me disent que l'intensité était là et que ça leur a donné envie de se donner, je trouve ça rassurant pour le produit NBA, pour le produit NBA Cup dans les années à venir, parce que ça pourrait aussi très vite être une fausse bonne idée qui aurait très bien pu être enterrée très, très vite, tu vois. Ouais, alors moi, vous êtes parti sur plein de choses, mais moi, je parlais surtout de vous en tant que fan. Mais nous, après, en tant qu'observateur, Ouais, si les athlètes sur le terrain sont pas impliqués, toi, t'as pas envie de regarder. Alors que si tu vois des mecs qui se donnent, ça te donne aussi envie de regarder. Tu vois, l'un va avec l'autre. Non, mais je suis d'accord. Donc, on va passer tout de suite sur les franchises. Pour vous, est-ce que ça relance? T'en as parlé un petit peu, Tom. Est-ce que pour vous, ça relance l'intérêt du début de saison où on sait qu'en début de saison, c'est un peu la chauffe. On fait des matchs. Bon, si on perd, on bâche. On arrête le match quasiment milieu de troisième quart-temps. On met le garbage, c'est garbage time quasiment tout le quatrième quart-temps. Est-ce que pour vous, ça redonne un boost à ce début de saison qui souvent dans le temps était malmené? Ça n'existait pas dans les années 80, hein, mais voilà, avec la génération Tom, voilà, ça arrive. Mais voilà. Ouais, forcément, ça arrive avec ma génération, avec le basket moderne, parce que forcément, il y a plus de franchises, le jeu est beaucoup plus rapide, on tire beaucoup plus sur les organismes, donc il y a aussi tout ce traitement et toute cette gestion des joueurs. On le voit, hein, regardez, il y a qu'à regarder le nombre de blessés depuis le début de saison. Et c'est pas forcément un manque de prépa, c'est juste que les mecs sont automatiquement beaucoup plus athlétiques, la ligue est de plus en plus physique aussi, et ça tire plus sur les organismes, donc ça a poussé pendant longtemps les franchises à gérer ces débuts de saison, comme tu l'as très bien dit. Il y a plusieurs cycles en NBA. En fait, il y a toute la préparation du début de saison où on a hâte, on est content. Tu sens que les joueurs, sur les 2-3 premières semaines, sont contents de se retrouver, de jouer, de mettre un peu d'intensité. Et on rentre très vite dans ce creux de la vague du mois de novembre où concrètement, excusez-moi du terme, on s'emmerde. On s'emmerde, il y a de la gestion, il y a des rotations. On s'embête, pardon, excusez-moi. Il y a des joueurs qui n'ont pas forcément envie de jouer, il y a des blessures, il y a des petites chouineries, il y a des sorties, machin. Moi, l'année dernière, j'avais vraiment, vraiment kiffé ce mois de décembre avec la NBA Cup. En fait, ça m'avait poussé à regarder des franchises que je ne regardais pas. Genre, concrètement, Indiana. J'ai regardé le début de saison d'Indiana la saison passée. Là, depuis quelques semaines, je prends du plaisir à regarder Atlanta. Et c'est des équipes qui ont des trucs à jouer en fait avec cette compétition et qui peut vraiment les mettre en avant, les valoriser. Redynamise aussi, redonne un peu de compétitivité avant le All-Star Break, qui est généralement le vrai début de saison, ou en tout cas pour les équipes qui jouent le titre. Qui ont quelque chose à jouer. Et du coup, tu vois, cette NBA Cup, tu l'as très bien dit, le All-Star Game, le post-All-Star Game pousse les équipes compétitives à passer un cap. Ouais. Mais du coup, c'est aussi le moment généralement où les équipes qui sont prêtes à tanker se mettent réellement à tanker et ça devient limite plus des équipes de basket. Là, l'avantage sur ce début de saison, c'est que
Je sais pas si c'est l'effet NBA Cup ou si c'est globalement, il y a je sais pas, il y a peut-être certaines équipes qui sont un peu plus motivées, qui progressent. Mais moi, je vois des équipes comme Brooklyn, des équipes comme Portland, des équipes un peu vraiment qui n'ont plus aucun intérêt sur ces dernières années et qui jouent mieux, qui progressent. Là, Atlanta, c'était une équipe très mythe, c'est une équipe qui progresse aussi. Et à côté de ça, tu as des équipes comme OKC, comme Houston, qui ne font que confirmer en fait leur progression. Et ces petites affiches-là peuvent épicer un petit peu et peuvent donner de l'intérêt au mois de décembre. Donc, moi, pour le coup, je t'avoue qu'en tant que consommateur de NBA à grosse échelle et à gros volume, je suis assez content de cette NBA Cup. Toi, Tom, Julien qui était peut-être le plus réservé, est-ce que tu entends ces arguments, toi? Est-ce que pour toi, ça te donne... c'est des arguments qui sont entendables, ce que dit Tom? Ouais, non, c'est entendable. Après, je suis pas totalement contre, tu vois. Après, j'essaye moi de me dire toujours, j'ai essayé, tu vois, en préparant le sujet, de me dire un petit peu pourquoi ça avait été construit, et en écoutant l'argumentation de Tom, ça se tient. Déjà parce que je pense qu'il voulait recréer un petit peu. Bon, moi je suis toujours dans le côté sport business, tu vois, et je me dis que ça a été créé surtout pour des marchés qui sont habitués à des coupes, etc. Comme en Europe, tu vois, nous on est habitués à avoir des coupes, etc. Je pense que ça a été fait aussi pour dynamiser le marché pendant ce moment-là, parce que dans ces périodes-là, aux States, c'est les périodes difficiles, c'est la fin de saison MLB, c'est le début du moment clutch en NFL. Ouais. Tu vois, et là, la NBA qui arrive avec ça, qui redynamise un début de saison qui, en effet, on peut très bien s'ennuyer du début de saison jusqu'au All-Star Break. Déjà, parce que le All-Star Break, je pense que il faut aussi trouver quelque chose pour redynamiser ce All-Star Break. Ça, c'est un autre sujet. Mais, on y reviendra en temps et en heure. Ouais, c'est un autre sujet, mais tu vois, donc oui, ça redynamise. Après, c'est pas l'esprit coupe, je pense qu'on manque peut-être de recul aujourd'hui, mais tu vois, ça s'entend, et je me dis, ouais, pourquoi pas à l'avenir, des équipes comme ça, qui sont un peu comme Brooklyn ou comme d'autres, tu vois, qui sont un peu, on sait que voilà, ça va pas être pour tout de suite, mais pourquoi pas, c'est sur ces matchs de coupe, se dire, comme nous, on peut faire en Europe sur d'autres sports, c'est à ce moment-là, fais jouer tes jeunes, fais-leur prendre du temps de jeu, fais-leur, tu vois, mêler et conditionne-les pour des matchs qui potentiellement dans le futur vont être enfin, tu vois, des matchs de playoff potentiels dans le futur, tu vois, parce qu'un match à élimination directe, finalement, ça s'improvisionne pas, et ces équipes-là doivent prendre de l'expérience pour, au cas où, on ne sait jamais. Et en effet, du coup, ça peut, pour les fans de ces équipes-là, même pour d'autres fans de manière générale, en effet, redynamiser, peut-être regarder ça. Moi, je suis prêt à le regarder. En fait, je pense que ce qui me gêne le plus, clairement, c'est le côté esthétique. Et je suis désolé de revenir là-dessus, et ça devrait pas, on devrait se focaliser sur le jeu. Mais clairement, j'ai du mal avec ça. Mais par contre, après... Avec le parquet, avec les couleurs de parquet. Ouais, franchement, à suivre, c'est horrible. J'en peux plus. Mais bon, après, si toutes les équipes jouent le jeu et le permettent, et voilà. Alors oui, il y a je crois que c'est $500 000 par joueur. Si on gagne, si on gagne, on va en parler, ouais. Là, si tu arrives en quart, 50 000, 100 000 si tu passes le tour suivant, 200 000 si tu vas en finale, et 500 000 par joueur si tu gagnes. Mais tu vois, pour certains joueurs, je pense que c'est une manne financière, parce que pour d'autres, les superstars qui sont payés des millions, honnêtement, c'est de l'argent de poche. On va pas se mentir, tu vois. Maintenant, pour d'autres, ça peut être sur certains effectifs, ouais, ça peut être des trucs intéressants. Mais on a 2 ans de NBA Cup. Je pense qu'on manque de recul, mais comment vont apporter, peut-être qu'il faut une vraie stratégie des équipes, et le produit est peut-être encore à travailler, parce que ce que fait Adam Silver avec la NBA, c'est quand même une des ligues des 4 sports majeurs qui est la plus innovante, qui est la plus innovante et qui bouge le plus. Tu vois, c'est celle qui est derrière le leader, la NFL. Non, la NFL engendre de l'argent, mais n'est pas forcément innovatrice. Ah non. Ben oui, mais ils sont derrière.
la NBA est clairement derrière, et donc ils essayent de rattraper, ils essayent de trouver des formules. Ouais, mais je pense qu'on parle de marché mondial, ils doivent jouer là-dessus. Mais peu importe, mais je pense qu'il faudra voir comment les équipes vont l'intégrer. Est-ce qu'ils vont l'intégrer vraiment à leur calendrier? Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est de se dire, le In-Season Tournament, c'est un objectif. Aujourd'hui, tu n'as personne qui commence la saison en pré-saison qui va te dire dans les interviews ou dans les trucs, OK, notre objectif, c'est le NBA Time. Le NBA Cup. Ok, on va enchaîner tout de suite parce qu'on manque un petit peu de temps. Toi, Chris, quelle valeur, rapidement, quelle valeur tu donnes à ce trophée? Julien l'a dit trop tôt pour l'instant, ça sera la 2e année, donc une valeur. Toi, tu donnes rien. C'est-à-dire que si tu es une franchise, toi, tu vas pas le monter. Mais non, tu vas pas mettre une bannière. Tu vas pas mettre une bannière au plafond. Alors encore moins quand tu es une franchise titrée comme les Lakers ou Boston. Ils l'ont fait les Lakers l'an passé. On a mis une bannière. Hein. Ah merde. Ça va vraiment. Voilà. Plus rien ne va dans la famille Buss. Hein. Mais non, tu vois, non, pour moi, ça mérite pas une bannière, ça mérite pas une balade là, sur le boulevard, machin. C'est sympa, ça fait une petite ligne au trophée et c'est surtout que ça donne un petit intérêt. Mais non, pour moi, peut-être que dans 15 ans, tu vois, en fait, souvent les coupes, quand tu avances, quand elles prennent de l'histoire, toi, genre tu leur donnes de la valeur? Ouais, toi, genre la Coupe de France au football, bah, tu sais, t'aimes bien te dire, moi, mon équipe, dans les années 90, elle l'a gagné, machin, dans les années 2000. Mais l'histoire fait que je trouve que ça prend de la valeur. On en reparlera peut-être dans 15 ans. Mais pour moi, en tout cas, à ce moment-là, ça n'a pas de valeur. Ça vaut même pas une finale de conférence, tu vois. Ok. Rapidement, Tom, toi, s'il n'y avait pas la dotation, est-ce que tu crois que les joueurs la joueraient? Non. Et on le voit bien, hein, Julien en a parlé aussi pour la question du All-Star. En fait, les joueurs sont à la recherche d'une carotte. Enfin, on essaye de leur mettre une carotte au bout du bâton à chaque innovation pour essayer de redynamiser quelque chose qui ne les concerne pas forcément, c'est-à-dire les droits TV, le nombre d'audience. C'est-à-dire que eux, leur taf, c'est de faire 82 matchs sur 6 mois, ce qui est juste déjà énorme, avec des voyages, avec des back-to-back, avec machin. L'idée de changer un peu le format de la saison régulière me semble intéressant. Par contre, je pense que si tu leur mets pas une carotte au bout du bâton avec l'aspect un peu financier, comme Chris l'a dit, la Cup pour le moment, elle n'a pas trop de valeur. Donc, je suis pas sûr que ça les booste énormément, à part peut-être, tu vois, l'aspect aller faire des demi-finales et une finale à Vegas, qui peut être un peu cool parce que tout mettre sur un numéro au casino et tout perdre. Ouais, voilà, tu vois, il y a le côté aussi aller passer une soirée ou un week-end dans une ville qui te change un peu tes habitudes en cours de saison. Donc non, pour le moment, il n'y a pas de valeur ajoutée pour les joueurs si tu leur enlèves l'aspect financier. Par contre, comme l'a dit Chris, je pense que c'est un trophée qui pourra prendre de la valeur avec le temps, peut-être, ça on n'est pas sûr. Mais c'est surtout que moi je pense, et je reviens sur ce que je disais, c'est une des grosses réformes des années à venir en fait, avec l'expansion de la NBA, des nouvelles franchises qui arrivent, avec toutes les réflexions autour du système de play-off. Enfin, excusez-moi, je pense que vous regardez le début de la saison comme moi et vous êtes choqués de l'écart de niveau entre l'Est et l'Ouest. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Donc, toutes ces choses-là commencent à être, je pense, vraiment des réelles questions clés pour Adam Silver et pour les gens qui suivent la ligue. Comme en fait le In-Season Tournament, le Play-In Tournament qui avait été instauré il y a quelques années, qui avait été décrié au début, mais qui est en fait une révolution hyper intéressante parce que ça redynamise la fin de saison. C'est pareil, on prévoit un épisode un peu spécial au moment des playoffs pour en reparler et de tout ce que ça va donner. On te réinvitera, Tom, d'ailleurs. Avec plaisir. Non, mais tout ça pour dire que toutes ces réformes, en fait, toutes ces nouveautés au fur et à mesure sont des pions sur l'échiquier d'Adam Silver qu'il essaye de mettre en avant. Il teste des trucs. Tous les ans, le All-Star Game, il y a une nouvelle formule. Il les teste. Il essaie de voir ce que motive le plus les joueurs. Il y a des choses qui fonctionnent bien, d'autres moins bien. Écoute, tant que la réflexion avance, je trouve ça intéressant, moi. Ouais, ok, ça marche. Là, plutôt, on va parler maintenant, avant de conclure, on va parler d'une dernière chose. Pour moi, il y a quelque chose qui est important. C'est qu'est-ce que ça peut apporter aux équipes en tant que telles. On sait qu'il y a des équipes qui sont
complètement relancé grâce au In-Season Tournament. Tu parlais de tes Bucks. Je suis pas sûr que s'il n'y avait pas eu le In-Season Tournament, ils auraient mis le bleu de chauffe aussi vite. Il y a d'autres équipes qui ont été des révélations. On pense à Indiana l'année passée, qui était une équipe Cendrillon, mais qui sont allés jusqu'en finale l'an passé. Est-ce que pour vous, malgré tout, ce tournoi ce pseudo-tournoi ou ce tournoi, comme vous voulez, va permettre de rebooster des équipes soit en manque de confiance, soit des équipes qui doivent passer. Tu l'as un peu abordé, Tom, tout à l'heure, avec des équipes de bas de tableau, mais des équipes aussi de mid qui veulent passer au-dessus et des équipes de haut tableau. Allez-y, parle qui veut. Moi, je vais faire court. Je l'ai dit tout à l'heure dans les previews, je pense que tu as des équipes, ça peut vraiment leur permettre de créer une dynamique au sein de leur effectif, de leur franchise, et de se dire, typiquement Atlanta, tu vois, c'est une équipe random, machin, et de se dire, allez, tiens, si on peut aller faire un petit week-end à Vegas, aller récupérer le trophée, et voilà, ça fait un petit truc sympa dans la mi-saison, parce que même si oui, toutes les franchises sont ambitieuses et jouent le titre, ils savent très bien qu'ils vont pas viser le titre au mois de juin, tu vois. Donc ouais, ce genre d'équipe, même Houston, même si Houston est dans un step, un projet qui avance plus, je trouve. C'est des équipes qui ça peut leur créer une dynamique supplémentaire. Après, pour les top teams, genre le Thunder, genre Dallas, Milwaukee, peut-être un cran en dessous, mais ça va pas changer la donne, tu vois. S'ils vont au bout et s'ils la gagnent ou s'ils la perdent en finale, ok. Et s'ils sont éliminés là dans la nuit de mardi à mercredi ou de mercredi à jeudi, t'inquiète pas qu'ils vont continuer leur saison et on les retrouvera en haut des conférences, tu vois. Donc pour les équipes, voilà, les équipes un peu random, moi je pense vraiment que ça peut créer une dynamique intéressante et qui peut leur permettre de devenir une équipe qui peut être relou sur la fin de saison. Mais pour les top teams, pour moi, je pense que ça ne change rien pour eux à l'heure actuelle, pour les raisons qu'on a évoquées depuis tout à l'heure. Jules, rapidement, toi. Pour les top teams, je suis d'accord. Mais après, sur le Thunder, je pense que ça peut être intéressant pour une équipe jeune comme ça. Parce que la culture de la gagne, tu peux l'apprendre sur ce genre de petits trucs. Et ça peut être important, tu vois, pour la confiance pour la suite. Après, en effet, pour certaines équipes, comme on l'a vu l'année dernière avec Indiana, ça aussi, ça leur met un boost de confiance d'une équipe qui se dit on va peut-être pas y arriver. Et ce complexe qu'ils peuvent avoir face à de grosses équipes, ça va être retiré parce qu'on est allé en finale de quelque chose. Et voilà. C'est juste ces dynamiques, en effet, ces moments, j'ai envie de dire, c'est cet aspect mental, tu vois, qu'il va y avoir chez les équipes qui, soit on va engranger, on va apprendre à gagner, et même si c'est un titre en carton, on va le savourer, et on va le prendre, et on a le chemin dans notre tête pour aller gagner, ou pareil, ou aller en finale, ou faire un beau parcours, on est capable de le faire. Et tu vois, ça, c'est important, surtout quand tu as 82 matchs, que tu viens de t'enfiler 82 matchs, et que tu arrives en play-off, et que tu es sur les rotules, et que tu as besoin de retrouver des sources de motivation dans ta saison. Eh ben, c'est un point fort, cette NBA Cup. Ça, c'est ce que je pense. Toi, Tom, tu l'as dit, tu es fan des Lakers. Le fait qu'à partir du moment où ils gagnent l'an passé, où ils étaient vraiment sur une bonne dynamique, et derrière, ils ont eu comme un sas de décompression. Est-ce que toi, tu vois un aspect négatif à ce tournoi de mi-saison ? En fait, je vais aller piocher un peu dans les réponses de Jules et de Chris qui sont assez complémentaires et qui sont assez justes. Je pense que pour des jeunes équipes qui ont besoin d'apprendre à gagner, c'est pas mal du tout. Et paradoxalement, il y a certaines équipes qui ont peut-être tendance, notamment les Lakers, qui se sont vus un peu trop beaux après la victoire l'année dernière. Et la vérité d'un début de saison est rarement la vérité d'une fin de saison. On reprend tout simplement, je crois que les demi-finales l'année dernière, c'était Lakers, Pelicans et Bucks Pacers. Ouais. Les Bucks, les Pelicans et les Lakers n'ont pas passé un voire deux tours de playoff. Il n'y a que les Pacers en fait qui ont réussi à faire des finales de conf. Donc, ce qui montre bien que les grosses équipes, en tout cas les équipes qui jouent le titre et qui jouent le côté compétitif en fin de saison, ne vont peut-être pas se tuer à la tâche pour cette NBA Cup. Par contre, là où je rejoins Julien, c'est que des équipes qui ont un fort potentiel, mais qui n'ont pas encore l'expérience de la victoire, comme OKC en fait, c'est bien d'être confronté à ce genre de match coup près, ou ce genre d'affiche où il y a un petit peu plus d'enjeu, où il y a un truc à aller gagner. Tu sais, c'est tout bête, même si le trophée n'a pas forcément la valeur du trophée Larry O'Brien, on est bien d'accord là-dessus. Ouais. Ça reste une victoire. Et pour une franchise jeune comme celle d'OKC,
c'est que de l'expérience engrangée et ça peut même être plus en fait le côté confirmation d'un bon début de saison. Donc pour OKC, pour Atlanta, pour des équipes comme ça qui font un début de saison qui est plutôt positif. OKC, c'est au-delà de positif, hein, on parle de l'une des meilleures équipes de la ligue, mais ça peut être aussi la confirmation de on travaille bien, on a passé un step et on va marquer ça par une victoire dans une cup. Ça ne veut pas dire que c'est une équipe qui sera forcément en finale NBA, mais ça veut dire que tu valides ton premier step, ton début de saison. Après, encore une fois, c'est pas parce que Boston n'est pas en finale de la NBA Cup que Boston ne sera peut-être pas en finale NBA dans 6 mois. Enfin, il faut rationaliser le truc. Mais on peut trouver un intérêt pour des jeunes franchises qui ont besoin de confirmer et de valider. Tu vois, je te prends aussi l'exemple de Houston. C'est pas mal pour eux, ce genre de coupe. C'est des trucs qui peuvent aussi mettre l'accent sur le côté peut-être manque de leadership de certains qui vont devoir se révéler ou qui ne vont pas réussir à se révéler lors de compétitions et de matchs comme ça. Donc non, moi j'y vois un intérêt. Ok. Allez, on va conclure. Alors, je vous ai préparé une dernière question, je vous l'ai envoyée avant. Vous me répondez par oui ou par non. Je demande rien d'autre. D'accord, n'est-ce pas? Je te vois sourire, Tom. On fait dans le vrai tout de suite. Est-ce que gagner cette coupe, ça rentre dans le palmarès? Qui répond? Alors, on va pas faire un. Oui, parce que là, il y a eu un blanc. Les gens disent tiens, ça a coupé. Non. Oui, parce que je vous ai surpris. Alors, Chris, vas-y, t'es premier à parler. Vas-y. Non. Tom? Oui. Julien, c'est à toi de trancher. Ah putain, non. Eh bien, la team N1 a tranché. Pour l'instant, ce n'est pas encore. Pour l'instant. Moi, juste, j'argumente en une seconde mon oui. Tout simplement, mon Yannick. Si, c'est fini. Tout simplement. C'est l'invité, il a le droit de parler. Tout simplement, mon Yannick, parce que c'est un trophée que Michael Jordan n'aura jamais. Et que LeBron James a été le premier à avoir. Voilà. C'est vrai. Eh ben oui, il est toujours pour les trophées qui comptent pas. Juste une question, est-ce que LeBron James a eu un titre universitaire? Non, il n'a pas été à l'université. C'est à peu près exactement la même chose. Est-ce que c'est à la même valeur qu'un titre universitaire? Ah non, clairement pas. Là, par contre, on est d'accord pour dire que non. Ah, voilà. Donc, merci, fin du débat. Merci, Tom. Justement, alors, on attend vos réactions. Vous venez discuter avec nous sur le Discord de TFA. Venez, ce sera avec grand plaisir. Venez nous suivre sur les réseaux sociaux. Également, vous pouvez liker le podcast sur votre appli de podcast. N'hésitez pas à venir nous suivre. Et surtout, on rappelle comment te retrouver, Tom, aka le roi du blasphème. Eh ben écoute, sur Twitter, Coast to Coast, sur YouTube, Coast to Coast, vous pouvez me retrouver là-dessus. On parlera encore une fois d'actu et on expliquera pourquoi LeBron James est le GOAT de ce sport. Oui, alors on va peut-être pas expliquer ça, mais bon. Eh bien écoutez, en tout cas, on vous remercie tous de nous avoir écoutés jusque-là. Un grand merci, Tom, d'être venu avec nous en ce jour-ci. C'était avec grand plaisir. Chris, Jus, mes deux acolytes du reste de l'année, merci également pour nous amener vos éclairages. Tous, on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. On vous souhaite une bonne journée si vous nous écoutez en journée et une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée. Et on vous dit tous à très vite, à mardi prochain. Ciao, bye. Ciao, merci les gars. Ciao.